Donc, HTTP2, la nouvelle révolution du web, ou comment on va révolutionner nos applications. Je refais pas le petit speech. Donc, je suis Laurent Saint-Félix, je travaille pour Machina Corpo, je suis développeur Django Drupal. Le plan de ce matin, je vais revenir un peu sur l'histoire du protocole HTTP, comment il est né, comment on en est arrivé là, et comment on en est arrivé surtout à la création de HTTP2 qui a eu une histoire assez houleuse, qui aurait, selon moi, probablement dû arriver il y a une bonne dizaine d'années déjà et qui a mis très longtemps à arriver jusqu'au consommateur moyen, même si la plupart d'entre vous l'utilisent déjà sans réellement le savoir, mais plutôt sur des gros services. On y reviendra. Ensuite, je reviendrai sur les gros changements du protocole, ce qui l'amène, ce que ça va concrètement changer pour les applications et ce qu'on y gagne surtout. Puis ce qui ne change pas, et à la fin, je vous montrerai quelques démos parce que effectivement, comme on a validé le protocole en début d'année, c'est-à-dire le 15 février 2015, certains gros comme Akamai se sont déjà lancés dans des implémentations sur leur serveur et donc ils ont des démos qui permettent de voir à peu près le changement entre HTTP 1.1 qui était la dernière, enfin la norme en vigueur et HTTP 2 qui donc sera la norme à partir de maintenant, mais pas pour tout le monde. Un peu d'histoire. Petite question, est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Ce monsieur, c'est Tim Berners-Lee. Ce monsieur, fin des années 80, travaillait au CERN sur un projet qui s'appelait ARPANET. Ce monsieur est un informaticien, physicien. Il est crédité pour être le père du HTTP, du HTML et de l'URL. Rien que ça. En général, on dit que c'est le père de l'Internet. Ce monsieur, à l'époque, a proposé au laboratoire dans lequel il travaillait de créer un protocole pur texte qui permettrait de transférer du markup pour avoir accès à de l'information en tapant des URL qui seraient résolues sur des adresses IP. C'est le principe d'Internet. En 1989, il a sorti une première version qui n'avait qu'un seul verbe, get. HTTP à ce stade-là ne faisait quasiment rien sauf servir des pages Internet. Ils ont continué à travailler dessus pendant 2 ans pour arriver en 91 au premier draft qui était HTTP 0.9, qui n'était pas du tout un standard à l'époque, qui les gens regardaient ça de loin, ça semblait un peu bizarre, c'est un protocole pur texte, ça veut dire qu'il faut le parser, c'est un peu lent, c'est un peu compliqué, mais ça a l'avantage d'être lisible par l'humain moyen et d'être interopérable avec la plupart de ce qui se faisait à l'époque. L'IETF, qui est l'Internet Engineering Task Force, à chaque fois que je dis ça, je m'attends à avoir des ingénieurs avec des fusils d'assaut de l'armée américaine débarquer, mais bon. S'empare du protocole et se dit hey, mais en fait c'est vachement bien, tiens, on va en faire une RFC. La première RFC inclut le support des serveurs virtuels, la gestion du cache et l'identification. Déjà on commence à aller un peu plus loin dans ce que va être l'Internet moderne tel qu'on le connaît actuellement. Donc après globalement, ils ont quand même pas mal bossé en 5 ans. Et après, tout s'enchaîne très très vite. C'est-à-dire qu'on a eu droit à HTTP 1.1 en 97 sur l'ARFC 2068, puis l'ARFC 2616 en 99. Et la RFC 2616 qui est sortie en 99 était celle qui était en vigueur jusqu'en 2013. Voilà, je vous laisse une seconde pour calculer le temps que ça a pris. Entre 99 et 2013, il ne s'est rien passé. Tout Internet a continué de fonctionner sur un protocole texte que personne n'a mis à jour. Rien.
En 2007, conscient que le HTTP 1.1 était peut-être un peu complexe et que tout le monde n'était pas intéressé par la totalité des 230 pages de la spec, l'IETF a créé un groupe qui s'appelle l'HTTPs Working Group, qui avait pour but uniquement de réécrire et clarifier la norme HTTP 1.1 vis-à-vis des usages modernes et de la séparer en 6 volumes qui étaient peu ou prou à proportion égale et qui couvrent des domaines complètement différents comme l'authentification, la sécurité, le cache, le routing, ce style de choses. Et du coup, ils ont créé 6 RFC qui englobent la totalité de HTTP 1.1 tel qu'on le connaît. C'est vachement bien ce qu'ils ont fait là. Je vous ai mis les liens vers toutes les RFC. Parce que si vous avez un doute sur l'implémentation ou sur un mécanisme de HTTP, ils ont créé de gros index qui sont très clairs. Chercher dedans, c'est très facile. Je vous invite à aller voir la RFC 2616 qui est écrite en Arial en 80 caractères de large comme à l'époque. Vous allez voir, ça va vous changer. Ces RFC-là sont en format web moderne, HTML, c'est des pages pleines pages. C'est assez classe. Et pendant ce temps-là, il y a une petite boîte côté Californie, qui s'appelle Google, qui s'est dit, bon, quand même, c'est gentil tout ça, mais nous, on a des fermes de serveurs entières, ça nous coûte un œil. Globalement, c'est pas très efficace, le protocole texte, on peut faire mieux, il y a moyen. Google, à l'époque, à titre d'expérimentation, sort Speedy. Speedy, le but, c'était d'encapsuler HTTP dans une couche binaire qui soit... en fait, ils voulaient juste faire un transport, c'est-à-dire qu'eux, ils voulaient avoir HTTP 1.1, qui marchait très bien et qui correspondait à la globalité de tout ce qu'on faisait actuellement, avec une couche dans un transport qui soit complètement interopérable et qui définisse juste les moyens de communication entre le client et le serveur, n'impactant pas donc toutes les applications existantes et accélérant de fait les transferts réseau. Ils ont sorti 4 versions. La première est sortie en 2009. Et puis en 2010, ils l'ont intégré à Google Chrome, parce que bon, tant qu'ils y étaient. Puis en 2011, Twitter.com et Google.com sont officiellement passés à Speedy sur leur serveur en production. En 2012, Apache Nginx, Facebook, F5 qui est un opérateur qui fait du CDN principalement, et WordPress.com sont passés à Speedy. Et le 25 septembre 2012, l'IETF s'est dit, on est complètement à la ramasse, on va s'accrocher sur ce qu'a fait Google, parce qu'entre-temps, Google avait quand même sorti 4 versions du protocole, donc ils avaient accumulé un peu d'expérience et pas mal de retours de pas mal de gens différents. Et donc le HTTP BIS s'est dit, hey, mais c'est génial leur truc, ils ont une super idée, on va prendre le draft et on va se baser dessus pour faire un HTTP 2. Donc tout ce qui avait été fait pendant pas loin de 10 ans et tout ce qui avait été débattu n'a pas été jeté à la poubelle, mais pas loin. Donc ils ont tout rejeté, ils ont fait table rase, ils ont repris Speedy et ils se sont dit, ok, ça va être notre starting point. On part de là et on verra où ça nous mène. Ça les a amenés 3 ans plus tard à sortir en février 2015 le draft 17 de la proposition de protocole qui a été officiellement validé 3 semaines plus tard. Donc là, on est sur du tout récent, mais le protocole n'évolue plus. Il est fonctionnel. Et il est tellement fonctionnel que vous allez voir, c'est assez bluffant. Qu'est-ce qui change ? Alors, il y a une mouvance actuellement sur le net qui est d'absolument tout chiffrer. Donc, pour aller dans ce sens-là, actuellement, HTTP2, c'est SSL TLS uniquement.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les clients qui implémentent HTTP2 au sens utilisateur final ne l'implémentent que sur une connexion HTTPS chiffrée. Rien dans le protocole n'oblige cet état de fait, mais clairement Mozilla en tête, ils s'apprêtent à lancer un site qui s'appelle let'sencrypt.org. L'idée étant que Mozilla veut anéantir complètement le coût d'un certificat et voudrait faire en sorte que le chiffrement TLS devienne la norme. C'est-à-dire que tout transfert sur Internet se fasse de manière cryptée entre le client et le serveur. Dans cette optique-là, ils ont clairement dit que Firefox n'implémenterait, du moins pour l'instant, le HTTP2 que sur du HTTPS. Ce qui est déjà le cas. Google avait déjà lancé un peu la mouvance parce que Speedy fonctionnait principalement sur du SSL. Ils avaient des... En fait, je pense que eux, de leur côté, ça vient plus du fait qu'ils ont rencontré certains problèmes de performance et de rétrocompatibilité entre les couches non chiffrées et chiffrées. Et du coup, ils avaient pris le parti de dire ok, bon, l'expérimentation se limitera à la partie chiffrée et pour le non chiffré, on verra plus tard. Bon, globalement, moi je pense quoi qu'il arrive, on y viendra parce que les plus gros, les clients, on va dire purs développeurs, qui permettent à l'heure actuelle de se connecter, c'est-à-dire c'est des clients en C qui font de la ligne de commande, supportent les deux. Ils supportent parfaitement les deux. Hier soir encore, j'étais en train de faire un petit test, ça marche impec. C'est juste que voilà, il y a une vraie volonté derrière d'essayer de faire avancer les choses sur le chiffrement sur Internet. Bon, après on en pense qu'on en veut. Dans le groupe Let's Encrypt, il y a aussi l'Electronic Foundation, Akamai, il y a Mozilla, il y a Cisco. Donc, enfin, Mozilla n'est pas tout seul dans cette histoire. Google n'a pas pris de parti, pas encore. Et Google est quand même très largement pour le chiffrement en général. On sait déjà que Google compte faire un meilleur ranking aux sites qui sont et mobiles et chiffrés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Voilà. Au-delà de ça, sur le protocole, on passe du tout texte au binaire. Le premier effet, c'est que du coup, on ne peut plus faire de telnet pour avoir les infos sur le serveur. C'est-à-dire que si on essaye de se connecter en telnet sur un serveur HTTPS, ou il est fallback, ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, on se fait jeter. C'est aussi simple que ça. Mais, alors du coup, corrélé à la slide d'avant, auparavant, on pouvait voir en temps réel le trafic réseau entre le serveur et le client, et donc monitorer tout ça, voir les paquets qui passent et voir les échanges. Comme le telnet n'est plus possible et que tout ça est chiffré, forcément ce n'est plus possible tel que, mais ils ont tout prévu. Wireshark, qui est un outil de monitoring réseau. Pour faire simple, c'est une espèce de toolkit assez vaste qui permet de faire pas mal de choses. Implémente le NSS Keylog Format. Je vous ai mis le petit lien qui mène vers le Mozilla Developer Network. Parce que, quel que soit votre environnement, quel que soit le navigateur à l'heure actuelle, sur pas mal de versions en arrière, il existe une variable d'environnement que vous pouvez définir qui, en fait, sera prise en compte au démarrage par le navigateur. Et le navigateur, pour toute connexion SSL effectuée, va aller écrire un fichier de log. Ce fichier de log, en fait, va suivre les clés de déchiffrement des transports et Wireshark peut les lire en temps réel. Ce qui veut dire que du coup, vous pouvez naviguer d'un côté avec votre navigateur favori, aucun problème, et Wireshark de l'autre côté peut vous afficher le transport et le protocole en clair, en temps réel, malgré la
la connexion SSL. Et ce, sans faire de man in the middle et sans avoir comment ça s'appelle, faire du spoofing de clés SSL, enfin des trucs qui sont pas toujours très heureux et qui en plus peuvent être problématiques sur le long terme parce que bon, effectivement, on n'a pas la clé qui va bien avec le serveur, tout ça. Enfin, c'est pas idéal. Ça veut dire que Wireshark peut être sur la machine où il y a le navigateur. Pas forcément. On peut exposer le NSS keylog format sur le réseau. Après, est-ce que est-ce qu'on peut le vouloir? Oui, enfin, c'est faisable. C'est assez simplement faisable. En plus, la documentation de Wireshark est très bien faite là-dessus. Ils ont déjà documenté la chose. Il suffit de lui indiquer le chemin vers le fichier. C'est un point log, hein, c'est un fichier texte brut. Il suffit de lui donner le lien vers le fichier texte. Et après, on peut même directement filtrer parce que sans le fichier log, il n'est pas capable d'identifier une connexion SSL HTTP2 d'une connexion SSL HTTP 1. À partir du moment où il a le fichier log, à ce moment-là, en fait, comme il est capable de déchiffrer le transport, on peut filtrer directement sur déjà l'hôte et en plus le protocole. C'est-à-dire qu'on peut lui demander de n'afficher que ce qui dépend de tel hôte et de tel protocole. Et donc du coup là, ça devient très simple. Et après, bon, je veux dire, c'est un Wireshark classique, c'est-à-dire qu'on fait clic droit sur une trame, on fait suivre la discussion et il nous affiche tout le déroulé entre le serveur et le client. Voilà. C'est très très bien pensé, ça marche vachement bien. Le suivant, c'est le multiplexage. Et alors ça, c'est vachement bien. Parce que actuellement, il y a une limite arbitraire qui dit qu'on ne peut pas avoir... Alors, aux dernières nouvelles, c'était 6 connexions par hôte, par client, par navigateur. Alors, 6 connexions, ça fait vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup sur un site web moderne. Ça a amené plein de trucs magnifiques dans le web que je déteste, c'est-à-dire la concaténation des JS, la concaténation des CSS, toutes les pages ont tout le CSS et tout le JS de tout le site, c'est génial. Moi je trouve ça atroce, mais effectivement en HTTP 1.1 on ne pouvait pas trop faire autrement parce que chaque fichier à l'unité avait besoin de sa connexion, son socket, sa résolution DNS. C'était très long, c'était très compliqué. Le fait de faire du spriting, c'est-à-dire de prendre tous les statiques, les petits statiques et de faire une seule image pour aller chercher les sprites à l'unité ou charger un seul fichier CSS, c'était plus intéressant d'avoir tous les CSS de tout le site en une seule fois que plein de petits CSS, même s'ils étaient spécifiques à la page. Parce que concaténer que les CSS spécifiques à la page que l'utilisateur est en train de voir, non seulement c'est coûteux, mais en plus c'est très difficile à réaliser. Ce qui a changé vis-à-vis de ça, c'est que maintenant, HTTP 2 n'ouvre une seule connexion à l'initiative du navigateur et tout passe par cette connexion. C'est-à-dire que, mais vraiment, absolument tout. Ça a amené quelques améliorations en plus sur le protocole, notamment la gestion des priorités sur les statiques. Alors ça, j'y reviendrai après. On est toujours en asynchrone quand même. Donc la connexion reste pas ouverte entre... Si, justement. Ça, je vais y revenir, mais juste après. C'est pas la slide d'après, c'est la slide encore après. Mais ça, c'est ce qu'ils ont appelé le serveur push, pour faire simple. Ouais. Voilà. Et en fait, il est dit dans la... Il y a tout un paragraphe dans la norme HTTP2. Je vous le dis tout de suite, je l'ai lu entièrement, c'était vachement bien. Il y a tout un paragraphe sur une variable qui s'appelle readSetStream et qui permet à l'initiative du client de forcer la fermeture de la connexion envers le serveur. Voilà. Tout ça, ça fait partie du protocole et ça permet un certain nombre de choses qui sont prévues dans le protocole. J'extrapolerai peut-être un peu pour vous expliquer ce qu'on pourrait faire avec ces choses-là dans le futur. Bon, c'est un peu... Pour l'instant, c'est pas... il cautionne pas trop, mais moi, je pense qu'on va forcément y venir. Sur ce que je disais, sur la priorisation, ce qui est très 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 intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir indiquer au serveur d'envoyer prioritairement tel ou tel statique au client sans forcément qu'il l'ait demandé en plus.
ça, vous allez, je vais vous expliquer juste après. La grosse révolution. Alors pourquoi il y a un chat? Parce que là, je vais vous parler de compression des entêtes et que très honnêtement, j'ai pas trouvé de visuel acceptable. N'est-ce pas? Ah, non, mais ça me semblait opportun, évident. Voilà. Ça sent des paris à la con de mettre un chat sur ta présentation. Même pas. Et j'ai vraiment pas trouvé de visuel acceptable. Le vrai problème de HTTP, c'est que comme c'est un protocole texte et que le serveur en face s'attend à obtenir du texte, on peut pas compresser les entêtes. C'est-à-dire que quand on envoie une requête HTTP, on envoie un bloc avec la requête, donc le verbe, l'URL, et puis après on a tout un bloc de content type, accept, defer, machin, tout ça. Enfin bon, bref, vous avez tout un machin qui peut être excessivement long, tout ça part en texte brut comme ça dans la nature. Donc ça veut dire qu'en face, le serveur, lui, il doit faire des regex, puis il doit utiliser son parseur pour aller chercher son truc, tout ça. Si les entêtes sont vraiment très longs, ça veut dire qu'on peut potentiellement envoyer un demi-méga de texte brut non compressé à chaque page. C'est possible. Il y a des pages, il y a des sites qui le font. Facebook, typiquement, à chaque fois qu'on envoie une... Enfin, je vous invite un jour à aller voir les entêtes dans votre navigateur sur la console de développement web. Facebook envoie pas loin de 200 kg d'entêtes pour chaque requête. Bon, Facebook est passé à Speedy il y a quelques années déjà. Eux, ça les intéressait. Parce qu'en fait, à la base, la compression des entêtes, c'était un des premiers buts de Google quand ils ont créé Speedy. Au tout début, ils utilisaient Deflate, qui est l'algo générique de la plupart du web. Bon, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un énorme exploit qui permettait de gagner un accès root sur les serveurs existants via Deflate. Donc, ils se sont dit non, mais en fait, les Deflate sur les entêtes, c'est pas une bonne idée. Du coup, ils ont créé HPAC. HPAC, c'est un nouvel algorithme qui est très, très, très performant, qui est basé sur LZMA, qui envoie du pâté. Disons-le clairement. Sur 500 kg d'entête, on se retrouve avec 2-3 kg in fine. C'est très 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 intéressant et ça contribue beaucoup à accélérer le protocole. Et donc pour revenir à ce que tu demandais, Olivier, le serveur push. Alors le serveur push, dans l'immédiat, à quoi ça sert? Serveur push, ça cherche à expliquer au navigateur que non, tu n'es pas obligé de venir chercher les statiques un par un, je peux te les envoyer pour toi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez taper l'URL, que le navigateur va aller chercher la page sur le serveur va répondre non seulement avec le document, donc la page, mais, alors ça je vais essayer de vous le montrer avec ce petit exemple ici. NGHTTP, j'y reviendrai après, c'est une librairie, c'est une des premières librairies exhaustives sur HTTP 2. NGHTTP, ils ont implémenté cette petite chose magique. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, normalement je peux zoomer sur la... bien sûr, ça ne marche pas. Ici, vous avez une entête link style sheet screen rel preload. Ça dit au navigateur, ok, tu m'as demandé cette page, moi, en plus de cette page, dans le flux multiplexé, je vais t'envoyer ce fichier, tu l'as déjà en cache. Et le navigateur, au lieu d'aller faire une seconde requête pour aller chercher le CSS, quand il commence à interpréter la page, il sait déjà qu'il a le CSS en cache. C'est-à-dire que le serveur, à ce moment-là, a déjà envoyé les statiques minimum pour afficher la page. Quand le navigateur commence à faire son rendu, il a déjà tout ce qu'il faut pour que le layout s'affiche. Ça veut dire que, effectivement, les pages web ne clignotent plus et que l'affichage est drastiquement accéléré. Dans le protocole, on peut mettre ce qu'on veut, on peut en mettre autant qu'on veut, comme en plus les entêtes sont compressées, des entêtes link, on peut en mettre 200 si on veut, c'est pas super conseillé. En général, là, comme ils se sont quand même débrouillés pour arriver à faire un protocole qui est multiplexé et qui est quand même très très performant,
La bonne idée, ça serait de séparer le JS minimum et les CSS qui définissent le layout. Typiquement, si je prends un exemple comme lemonde.fr, qui est un site qui a beaucoup de contenu et qui a, l'air de rien, un layout relativement complexe avec des blocs qui sont de différentes tailles et qui en plus est responsive. Le monde avec HTTP2 pourrait très bien considérer avoir une CSS pour le layout qui fasse la mise en page et qui du coup rende la page directement préformée, et une autre CSS qui arrivera plus tard et qui définisse le style. Mais vraiment, c'est-à-dire la partie vraiment design et l'augmentation. Mais ça veut dire que si jamais il y a un problème réseau ou sur une petite connexion, typiquement si on prend les mobiles, ça veut dire que si vous chargez une page en mobile, quand le serveur répond avec le document, si vous avez déjà une CSS de layout, si le mobile perd la connexion ou s'il a une connexion qui est un peu, on va dire, légère, il a déjà le rendu responsive prêt. Ça marche, et ça marche out of the box. C'est génial. Je vous le dis, genre juste pour vous montrer, parce que c'est quand même super drôle. Vous voyez ici, il y a la requête initiale. Juste en dessous, il y a le screen.css. Si on va voir sur les timings, tout est à 0, sauf le wait. Le wait, pourquoi? Parce qu'en fait, le wait, c'est le temps de rendu du HTML avec le CSS qu'il a parsé dessus. Pourquoi c'est à 0? Parce qu'effectivement, en fait, le serveur a répondu avec le document et la CSS dans le transport, et que du coup, le navigateur l'avait déjà dans son cache. Hop. Ça va le fermer. Ce qui est important à garder en tête avec le serveur push, c'est que, quoi qu'il arrive, c'est à l'initiative du client. C'est-à-dire que rien ne force le navigateur à aller chercher à maintenir la connexion, à garder le stream ouvert et à aller chercher les statiques dans le cache, même si globalement sur la partie link et les statiques dans le cache, je pense qu'on n'aura pas trop la main dessus, parce que ça va faire rapidement partie des moteurs de rendu de Firefox et de Chrome, parce que c'est tellement fifou que je vous cache pas que, enfin moi j'ai vu des trucs hallucinants. Néanmoins, on ne peut pas décorréler complètement ça d'autres push, dans la mesure où, tant qu'on garde la connexion ouverte et que le serveur continue à envoyer des datas, c'est placé automatiquement dans le cache du navigateur. Et donc, tant que l'une ou l'autre des deux parties ne ferme pas la discussion, à ce moment-là, on peut continuer à streamer autant qu'on veut. J'ai une petite démo tout à l'heure, je vais vous montrer. Concrètement, bon, c'est là que faire du threading ou des serveurs asynchrones, c'est pour ça que je vous parlais de la conférence d'Alex mardi prochain, ça va devenir intéressant, parce que le coût à l'unité sur un framework classique, Spring Strut, Drupal, Django, que sais-je, le coût mémoire efficace, il va être énorme à l'unité, alors que sur une technologie asynchrone, ça va être tellement ridicule que ça va être intéressant de garder ce style de connexion ouverte pour pouvoir continuer à discuter avec le client, sachant qu'en plus, de toute façon, comme la connexion elle est unique et qu'elle est multiplexée, ça ne coûte pas grand chose de garder les connexions ouvertes, hormis qu'effectivement, voilà, on garde des connexions sur le serveur. Ce qui ne change pas, c'est que tout ça, ce sont les verbes HTTP 1.1. C'est exactement les mêmes sur HTTP 2. On garde les mêmes et on recommence. Ça fait la même chose. On envoie la même requête, le navigateur récupère la requête, l'interprète et avance. Au-delà de ça, le 443 c'est toujours du HTTPS, le 80 c'est toujours du HTTP. C'est donc les mêmes en-têtes, les mêmes négociations, les mêmes types de contenus. Ils ont
pas, il y a une ou deux en tête en plus comme Link, mais c'est pas, ils ont pas vraiment intégré beaucoup de réels changements au niveau des entêtes pour l'instant. Ce qu'il faut garder en tête, justement, c'est qu'ils ont clairement prévu qu'il y ait une version 3 à moyen terme, genre plus vite que 14 ans. Ça serait pas mal. Euh, Elle qui devrait amener, enfin qui devrait aller encore plus loin sur la performance. Bon, déjà, c'est pas mal intéressant. Comment? Sur les serveurs, Nginx a planifié le support de HTTP2 pour 2015. Ils ont déjà commencé à faire des démos. A priori, ça va tomber dans la version Enterprise au milieu de l'année pour les gros clients qui veulent commencer à tester. Il y a déjà une branche sur leur dépôt qui est compilable, qui fonctionne, qui, je crois, ne me croyez pas sur parole, est calé sur le draft 14 qui était sorti en fin d'année, c'est-à-dire qu'il doit être sorti en décembre. Les 15, 16 et 17 sont arrivés assez rapidement et n'ont pas vraiment suffisamment de changements pour justifier de mettre à jour tout de suite. Apache a un mode H2 qui est déjà en développement, qui permet de faire du HTTP2 sur Apache. Bon, comme tout mode Apache, hein. Vous l'installez, ça marche tout seul. Il y a plein d'options. Après, il y a une documentation qui est immense. Ça marche très bien. L'auteur conseille fortement d'utiliser NPM pour faire du pré-fork et du multiprocessing avec Apache, pour des raisons de perf brute. Et en allant un tout petit peu plus loin, il y a un petit nouveau qui est arrivé, qui s'appelle H2O. H2O, c'est un projet du MIT qui a démarré parce que historiquement Apache était monocore, monothread. Ils sont passés à monocore multiprocess, et puis après il y a eu des extensions qui ont fait du multithread. Enfin, ils sont un peu partis dans tous les sens. Nginx est arrivé en faisant du multicore, multithread, plein de performances, des statiques, tout ça. H2O, ils se sont dit on va aller encore plus loin, on va faire du multicore, multithread, asynchrone. Donc c'est du non-blocking I/O. Ils ont quelques petits benchmarks sur leur GitHub. C'est très intéressant parce qu'ils arrivent quand même à avoir 3 fois les performances d'Nginx. Voilà, en brut, sans forcer. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur un hardware relativement moyen à servir 150 000 requêtes secondes, ce qui est énorme. C'est très très intéressant. Pour la partie serveur, il existe 2 normes, H2 et H2C. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart, enfin ces 3 serveurs-là supportent les deux, ou vous arrivez directement sur HTTPS et votre navigateur est compatible, et donc vous passez forcément par du HTTP2, ou vous arrivez sur le serveur, le navigateur va envoyer un en-tête qui dit au serveur hey, je supporte HTTP2, auquel cas le serveur va répondre avec un code 101 qui est un upgrade. Et donc 101 c'est Switching Protocols. Et en gros, le 101 dit au navigateur ok, c'est génial, c'est super, tu supportes HTTP2, donc c'est pas là, c'est là. C'est l'entrée VIP, c'est par ici. Et du coup, forcément, votre navigateur va switcher sur HTTP2 si c'est disponible, si c'est configuré sur le serveur et si le navigateur le supporte. C'est complètement transparent. Et du coup, en plus, le navigateur fait ça dans la foulée et ne reset pas la connexion. Donc, du coup, vous ne perdez pas le transport et ça va super vite. Et à titre personnel, ça prend moins de 4 millisecondes selon mes tests. Et bon, c'est totalement transparent. Sur la partie navigateur, Firefox supporte HTTP2 Speedy depuis très longtemps, HTTP2 officiellement depuis la version 31, la version 37 qui est sortie il y a quelques jours supporte le draft 16. C'est, je pense, l'implémentation la plus à jour actuellement. Chrome le supporte depuis la version 31, pour mémoire on doit être à la version 43, 4, un truc comme ça fait quelques temps.
Safari, tout ce qui est au-dessus de Safari 8. Chrome Android depuis Android 4, le premier. L'Android Browser, le 4.1. Tout ce qui est iOS supérieur à 8 supporte HTTP2. Donc plus de 90% du parc Apple supporte HTTP2 là tout de suite. Et puis après, il y a le cas Internet Explorer. Alors, Internet Explorer, Microsoft, ils nous ont fait une petite farce. Ils se sont chauffés, ils se sont dit, hey, alors on va mettre HTTP2 dans Internet Explorer 11, mais uniquement sur Windows 10. Voilà. Donc pourquoi ils ont fait ça, on ne sait pas. Moi, je pense qu'ils vont revenir dessus. Quoi qu'il en soit, les navigateurs forcément sous Windows, les navigateurs dont je parlais précédemment sous Windows, supportent très bien HTTP2. Et évidemment, Spartan, le nouveau navigateur de Microsoft, supporte très bien HTTP2. Il a même, d'après ce que Microsoft a bien voulu en dire jusque-là, de superbes performances. Il paraît que ça envoie du pâté. Moi, je pense qu'ils vont rétro-pédaler sur le IE 11. C'est une vraie volonté commerciale de mettre en avant Windows 10 là tout de suite. Pour le coup, je pense qu'ils peuvent pas se permettre de rester complètement à la ramasse éternellement sur ce côté-là. Sachant que de toute façon, si ça passe pas par une implémentation officielle, HTTP2 peut être étendu par des modules Internet Explorer. Donc quoi qu'il arrive, je suis, contrairement aux normes CSS, JS et qui dépendent beaucoup des moteurs de rendu et de la volonté des constructeurs, là même si Microsoft ne veut pas faire de transport HTTP2, rien n'empêche une société tierce ou des membres de l'open source de faire une implémentation qui sera totalement interopérable avec Internet Explorer. Le connecteur actuel, je crois qu'il remonte, il a une rétrocompatibilité native avec jusqu'à IE 9. Donc bon, c'est pas mal. Partie bibliothèque, actuellement NGHTTP2 couvre C, C++ et un superbe binding Python. Cette librairie permet de faire du parsing, du serveur et du client. Donc, ça veut dire que vous pouvez coder un micro-serveur HTTP2 en Python. Je l'ai fait, c'est super simple. C'en est tellement simple que c'est hallucinant. En Python, il y a Hyper qui permet, qui est client uniquement, qui permet d'aller faire grosso modo ce que fait Request pour ceux qui connaissent, mais en HTTP2. Marche très bien. C'est super pour aller tester, par exemple, si vous voulez voir effectivement à quoi ça ressemble, avoir un retour HTTP2 en code sur google.com, Twitter ou Facebook, enfin un des gros. C'est très très intéressant. Jetty supporte HTTP2, serveur et client. En Go, il y a HTTP2. En Ruby, il y a HTTP-2. Et vous avez une liste complète qui est disponible sur GitHub, qui est maintenue par les gens de l'IETF et qui est vaste. La plupart des langages sont représentés. Perl a aussi son package HTTP2 qui est compatible Perl 5, Perl 6. Personne n'a été oublié dans cette histoire, tout le monde a son implémentation. Clairement, la plus à jour, c'est NGHTTP2. C'est fait par un japonais dont j'ai perdu le nom, Tatsuhiro Tanaka, je crois. Qui est efficace et qui a monté un truc qui est vachement bien. En plus, si vous compilez le NGHTTP2, en plus de la lib, en plus des serveurs, en plus du binding Python et de tout ce qui va avec, il fournit aussi un certain nombre d'outils en ligne de commande qui permettent de faire des micro-serveurs et des clients. En fait, il a un client NGHTTP2 qui est concrètement est un curl pour HTTP2 et qui permet de faire des échanges en ligne de commande pour tester. Je vous ai mis le lien, c'est sur GitHub, ça se compile en 30 secondes sur un Linux moyen. Il n'y a pas de lib hallucinante, c'est très bien fait. Quelques petites démos, et puis après on aura fini.
Tout à l'heure, je vous parlais du chargement des statiques. Ce que je vais vous montrer est une démo de Akamai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Akamai c'est une société qui fait principalement des CDN, des Content Delivery Network, qui permettent grosso modo, c'est beaucoup de cache devant un site internet pour servir des masses de gens complètement hallucinantes. Akamai est clairement le leader sur ces technos-là. Ils ont pas mal innové là-dessus. Ils ont une petite démo. Je vais vous expliquer la démo d'abord parce que vous allez voir, ça allait très vite. C'est une page où vous avez deux carrés qui sont constitués de plein de petites images à l'unité. À gauche, c'est chargé en HTTP 1.1. À droite, c'est chargé en HTTP 2. Plus la connexion est mauvaise, plus c'est impressionnant. Voilà. L'effet efficace d'HTTP2, c'est ça. C'est-à-dire que sans rien changer, juste en implémentant, pourvu que vous ayez un certificat, mais en rajoutant la possibilité au client d'avoir accès à une interface HTTP2, ça c'est un gain efficace. La seule chose qui change entre les statiques à gauche et les statiques à droite, c'est qu'à droite, toutes les URL des statiques commencent par HTTPS, pas à gauche. C'est tout. Ça c'est efficace, c'est un gain net, précis. Ça veut dire que si ça marche pour les statiques visibles, donc les images, ça marche aussi pour les CSS, ça marche aussi pour les JS, et ça marche pour la plupart des choses qu'on va charger sur la page. Clairement, le but derrière ça, c'est tout ce qui est actuellement iframe, web components en allant plus loin, c'est-à-dire avoir un transport, une connexion par domaine, par hôte, qui soit multiplexé, efficace, et qu'on n'ait pas besoin de reset à chaque fois. Là, ce qui coûte le plus cher sur le HTTP 1.1, c'est le va-et-vient entre le client et le serveur, c'est-à-dire qu'à chaque image, il faut qu'il fasse une résolution DNS, qu'il ouvre un socket, qu'il aille chercher son image, même s'il fait du pipelining qui a été introduit en 1.1 en 97, je crois. Tous les serveurs font pas du pipelining, enfin c'est un peu compliqué. C'est pas toujours très simple à mettre en place, c'est pas toujours souhaitable non plus. Enfin bon, voilà, il y a plein de cas où on est limite. Ça fonctionne out of the box. Hop, pour continuer, je vais vous montrer la deuxième démo. La deuxième démo, c'est un peu la même idée. C'est celle-là qui a inspiré la première. L'idée de celle-là, c'est que des développeurs Go ont fait un micro-serveur en Go qui permet d'indiquer une latence. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer chaque statique, le serveur derrière simule un temps de latence avant de renvoyer les statiques à l'unité. En HTTP 1.1, concrètement, ça donne ça. Bon, là j'ai choisi de prendre celui à 200 millisecondes. Je vous invite à aller voir les slides et à cliquer là-dessus et à mettre ce URL sur un téléphone, sur un réseau, même 3G. Vous chargez le 200 millisecondes, ça met pas loin de 2 minutes à charger. Si je reprends le même, mais en HTTP 2, voilà. Et plus on avance, plus la latence est mauvaise, plus on met de temps à initier la première connexion avec le serveur, plus c'est impressionnant et plus on va vers ces effets-là. Clairement, dans l'immédiat, même si vous ne faites pas d'optimisation JS, même si vous continuez à concaténer vos CSS, les JS et à faire du spriting, c'est quand même intéressant d'avoir du HTTP2, au moins pour les utilisateurs mobiles, parce que tous les utilisateurs mobiles à l'heure actuelle ont un téléphone, s'ils ont un navigateur internet qui est compatible HTTP2, c'est 98% du marché à l'heure actuelle, donc c'est intéressant pour les utilisateurs mobiles. Si on va plus loin, ce style de démo, ça veut dire que par exemple sur des technologies comme Leaflet, pour faire de la carto, l'affichage details c'est
très coûteux parce qu'à l'unité, on doit aller chercher les tags, donc forcément, c'est des statiques et c'est des images. Charger une carte leaflet via HTTP2, ça va très vite et c'est un vrai gain de performance natif. Ironiquement, j'ai fait le test sur ma connexion fibre à la maison. Plus on tend vers une connexion rapide et efficace et qui a des latences ridicules, plus la différence entre HTTP 1.1 et HTTP 2 s'amenuise. Clairement, HTTP 2, ça vise en priorité les mauvaises connexions, les latences, les grandes latences, donc les réseaux mobiles, et puis tous les gens qui n'ont pas forcément, enfin je veux dire, qui sont sur des ADSL, qui sont loin du DSLAM, ou alors des pays du tiers-monde qui ont, je sais pas, ils ont 20 kg de bande passante efficace. Bon, avec 20 kg de bande passante efficace, si on ne reset pas la connexion à chaque fois, on peut envoyer pas mal d'informations avant d'arriver à saturer le tuyau. Et la dernière petite démo, ça revient à ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le server stream. C'est-à-dire que là, concrètement, ce que le code fait, c'est qu'il envoie 1 kg de data pour forcer le navigateur à rendre quelque chose, parce qu'en fait, il ne répond pas, c'est un header vide. Donc, s'il n'y a pas le premier kilo de data, le navigateur considère que c'est vide. Et là, le serveur ne coupe jamais la connexion. C'est-à-dire que ça, c'est envoyé par le serveur au fur et à mesure. Donc là, bon, c'est un dead time, hein, tout bête. Mais ni le client, ni le serveur ne coupent la connexion, et donc ça continue. Et effectivement, alors je ne vais pas vous le faire parce que ça va faire cracher mon Firefox, parce que les Web Developer Tools ne sont pas forcément très stables vis-à-vis de HTTP2 pour l'instant. Travail dessus, ça vient. Mais dans les faits, le client, le navigateur, n'indique qu'une seule connexion au serveur qui augmente avec le temps dans les Web Developer Tools, mais il ne fait pas de connexion en plus et il continue sur son existant. Et bon, voilà, après on peut le laisser tourner 2-3 heures sans problème. Et bon, effectivement, derrière, le code de cette démo est en Go, ça utilise des Go routines et donc de l'asynchrone. Et bon, l'utilisateur à l'unité coûte quelques kilos de RAM, ce qui est ridicule. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. On a vu là, dans la dernière démo que dans le Favicon, tu as le serveur qui tournait tout le temps. Oui. Techniquement, ça veut dire qu'on ne sait plus si un site a fini de charger. Si. Enfin, Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que HTTP2, comme ils ont fait un protocole qui est multiplexé, chaque requête subsidiaire a quand même son header. Donc en fait, s'il a un header, il a forcément une fin. C'est pas parce que le serveur coupe pas la connexion qu'on n'a pas. En fait, dans le protocole, il y a trois notions. Il y a 4 notions qui sortent là-dessus. C'est data OK, data error, data resume et data differ. Le principe, c'est que, bon, error, forcément, ça parle à tout le monde. Data OK, c'est on push, on envoie le body ou enfin ce qu'on veut. À partir du moment où on envoie data OK, c'est la fin de la requête à l'unité, et donc le navigateur sait que c'est la fin d'un paquet dans le transport. Après ça veut dire que typiquement, si on envoie une page, on peut envoyer un data OK par statique, par exemple. Et donc après, ça définit chaque statique à l'unité. Concrètement, c'est ce qui se passe. Le differ, c'est intéressant pour, par exemple, NGHTTP2, l'auteur a fait une démo en Python. En fait, il fait un micro-proxy où l'idée, c'est qu'il démarre un serveur HTTP2 en Python. On lui passe une URL en paramètre. Et en fait, lui, en Python, va aller chercher cette URL. Et donc, il va fournir une réponse immédiate
parce qu'en fait il fait ça en asynchrone, il va fournir une réponse immédiate au navigateur en lui disant ok, j'ai bien reçu ta truc, mais je n'ai pas encore le contenu. Donc ça c'est le differ. Et donc en fait là il lui fait une promesse, qui revient à peu près aux promesses en JavaScript. Il lui dit tu auras le contenu, je vais t'envoyer un resume dès que j'ai le contenu. Et donc en fait on differ, il pose, on resume, et à partir du moment où on resume, à ce moment-là, on peut envoyer le data et renvoyer un data OK, et puis après, ça repasse dans cette boucle-là. Et après, il y a un data EOF qui, forcément, là, coupe. Là, c'est le cut final efficace. Voilà. Alors, j'ai deux questions principalement. Dis. Ça concerne tout ce qui est statistique. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer au niveau des stats? Alors, je pense à des outils qui vont soit chercher les logs sur le serveur Apache, Oui. Puisqu'en fait, actuellement, c'est assez simple. Une statistique, c'est une requête HTTP. Oui. Unitairement, on fait chaque requête HTTP, on dit c'est un hit, c'est une page, on monte des stats comme ça avec des stats ou autre. Qu'est-ce que ça va changer à ce niveau-là? Absolument. C'est-à-dire on aura toujours des URL uniques demandées, même si elles seront passées par le flux dont tu parles. Dans les faits, chaque statique, même si c'est multiplexé, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que comme chaque statique a son header, son end of file, et en fait le multiplexage, ça a juste permis d'imbriquer. Il y a un développeur de chez Mozilla qui avait utilisé une image de train pour expliquer le multiplexage. Concrètement, c'est ça, c'est-à-dire que tu as des wagons à l'unité qui ont un début, une fin, et l'idée du multiplexage sur HTTP2, c'est juste qu'ils ont pris tous les wagons à l'unité et qu'ils en ont mis plein sur les rails. Dans les faits, pour avoir testé donc, le NGHTTP2, il n'y a absolument rien qui empêche Apache, Nginx et les serveurs existants de continuer à te faire typiquement un access.log avec les statiques à l'unité, qui soient pushés ou pas. Parce que si le statique est pushé, c'est à l'initiative du serveur. Donc le serveur, il le sait. Quoi qu'il arrive, le serveur, il le sait. Et que ce soit, même si la connexion est chiffrée, comme dans les logs, on ne stocke pas de données clients. Tu vois, au-delà comment ça s'appelle, du user agent, par exemple. Et encore, je veux dire, de toute façon, c'est le serveur qui, lui, génère le access log et fait la négociation du contenu, du type, du content type et du SSL. De toute façon, le serveur, il le sait, et sur le access log, on le saura. Sur les stats plus front, ça risque de poser des problèmes. Typiquement, en fait, ça veut dire, sur les stats front, ça veut concrètement dire que les outils de gestion analytics, j'ai absolument aucun doute sur le fait que Google va vite adapter son outil, mais tous les outils comme Xi, Piwik, enfin tous les tiers, même ceux qui font du e-commerce, vont devoir se mettre à parser les headers pour aller chercher les statiques qui sont préloadés ou pas, ceux qui sortent du cache ou pas, comment la personne est passée de là à là. Et surtout, je pense que ça va redéfinir clairement ce qu'est un rebond. Parce qu'actuellement, dans les faits, on mesure le rebond par rapport à un event JS qui tourne dans le navigateur. Là, avec HTTP2, on devrait être capable de mesurer le rebond juste avec les données serveurs. Mais bon, ça après, ça veut dire qu'il y aura de l'adaptation de leur côté. Une deuxième question, si vous pouvez abuser. Concrètement, si je prends l'exemple de Drupal, mais peu importe, qu'est-ce qui va changer pour un développeur Drupal ou n'importe quel autre techno pour optimiser en fait ce HTTP2? À quel endroit, à quel moment on va packager les fichiers ensemble, est-ce que c'est le serveur qui gère ça comme un grand de son côté à 100% et c'est transparent pour le... à quel niveau en fait on va devoir intervenir pour utiliser les optimisations HTTP? Alors, ça fait écho avec la vraie problématique à l'heure actuelle, c'est la transition. C'est-à-dire,
et c'est une question qui revient souvent sur Internet actuellement, parce que donc, maintenant HTTP2 a été validé, donc rentre vraiment en application. La question, c'est comment on assure la transition entre HTTP 1.1, où on a toujours besoin de concaténation des statiques, et HTTP 2. Ma vision des choses, c'est que HTTP 2 partira pas, il va pas disparaître du jour au lendemain, et le gain de ne plus concaténer sera toujours là dans 1 an, 2 ans. À l'heure actuelle, vu le parc d'Internet Explorer vieux, et de gens qui n'ont pas de manière efficace de certificat SSL à mettre sur leur serveur, c'est-à-dire que quand même la grosse majorité, moi je continuerai à concaténer pour la simple et bonne raison que on y gagnera, enfin on va y gagner quoi qu'il arrive sur les temps de transfert, même si c'est concaténé en HTTP2 parce que le transport est fait comme ça. Ça sera juste pas optimisé HTTP2. Mais optimiser HTTP2, ça veut forcément dire perdre l'optimisation nette pour HTTP1. Et je pense que c'est pas encore là tout de suite à l'ordre du jour. Mais on va y arriver. Pour répondre à ta question, à quoi ça revient dans les navigateurs? Enfin, dans les CMS, pas... Dans les CMS, le développement en général. Le développement en général, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que... mais enfin, ça revient, si on prend le cas de Drupal, ça revient un peu déjà au best practice Drupal, c'est-à-dire n'inclure du JS dans une page que s'il est absolument nécessaire sur cette page. Avec HTTP2, ça veut surtout dire ne plus concaténer les JS, ne plus concaténer les CSS, essayer de ne pas afficher les CSS d'une page spécifique avec un RTE s'il n'y a pas de RTE sur la page. Et après, ça veut dire rajouter le header link dont je parlais tout à l'heure pour le préchargement en cache. C'est juste un header. C'est-à-dire que là, actuellement, Drupal, on fait un Drupal set header, on lui passe le link avec le lien vers le statique en lui passant preload. Drupal, lui, il ne sait pas s'il est en HTTP1 ou HTTP2. Si le serveur qui est devant, parce que de toute façon, c'est du PHP, si le serveur qui est devant gère HTTP2, il va prendre le header et il va l'interpréter, il va l'envoyer au client. Et donc après, c'est entre le serveur et le client, donc le navigateur, que la négociation va se jouer et que le serveur va expliquer si le client est en HTTP2, qu'il lui envoie en même temps le statique. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de choix de développement à faire Là tout de suite, non. Sur le temps, ça va forcément en amener parce qu'on va aller chercher de l'optimisation, on va aller chercher à aller plus loin. Là tout de suite, pour que ce soit un gain et pour que ce soit... Enfin là, maintenant, il n'y a rien à faire de spécifique pour avoir un vrai gain avec HTTP2. Après, voilà, si on veut aller plus loin, on peut. Et après, c'est juste de la cohérence, c'est-à-dire que aller plus loin, ça veut dire, enfin, c'est toujours pareil, c'est essayer, c'est utiliser les mécaniques qui ont été mises à disposition pour accélérer le rendu des pages et éviter de charger sur certaines pages des choses qui sont inutiles. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire jusque-là en HTTP 1.1 parce qu'on n'avait pas les mécaniques pour. Maintenant on peut. C'est prématuré à cause de l'historique, mais dans la mesure où tous les mobiles le supportent et où la plupart des navigateurs modernes le supportent depuis quelques années, il faut bien se rendre compte que voilà, enfin, Speedy 2010 dans Chrome, ça fait 5 ans quand même. Mozilla, ils n'ont pas commencé à bosser sur HTTP2 hier. Donc le seul vrai frein, ça va être, comme d'habitude, Internet Explorer. Mais, quoi qu'il arrive, de toute façon, un serveur qui gère HTTP2 n'est pas contraint d'utiliser que HTTP2. C'est-à-dire que même H2O, dont je parlais tout à l'heure, qui est le petit nouveau, gère et HTTP 1.1 et HTTP2. Donc, si HTTP2 n'est pas disponible, il faut le back sur HTTP 1. Voilà. Sans aller super loin, de technique, mais tu parlais de la gestion de la priorité. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est juste l'ordre dans lequel ils sont chargés même dans
dans le multiplex ou est-ce qu'on peut différer à la fin, mettre des trucs chargés par défaut? Alors tu peux choisir l'ordre, tu peux les mettre à la fin. Maintenant, l'effet pervers, c'est que ça te garantit pas que... Non, c'est pas ça. Si que ce soit fait, c'est pas un souci. C'est que le protocole te garantit que lui, il enverra dans l'ordre que tu l'as voulu. Alors que ça arrive dans l'ordre, si, parce que s'il l'envoie dans l'ordre, ça arrivera dans l'ordre, c'est le principe de la priorisation. Mais par contre, rien n'engage le navigateur à les rendre dans l'ordre dans lequel il les a reçus. C'est-à-dire que s'il reçoit un statique qui fait 1 méga, le navigateur, il aura, quoi qu'il arrive, tendance à le charger à la fin. Parce que le moteur de rendu est fait comme ça. Après, la priorisation, c'est bien pour des statiques qui sont, à mon sens, pur code. Prioriser les images, c'est une bêtise. Ça sert à rien et je pense qu'il y a un certain point où c'est contre-productif, dans la mesure où de plus en plus d'images globalement sont contribuables par les utilisateurs. Donc on n'est pas forcément au courant en amont de savoir exactement ce qui va être dedans. Si l'image elle fait 500 kg et qu'on l'a mise en priorité haute, ça veut dire qu'elle va forcément passer en premier. L'intérêt est relativement limité parce que de toute façon les images, quoi qu'il arrive, elles seront toujours rendues après le CSS et après le JS. Voilà. Après, je pense que la priorisation c'est plus intéressant pour typiquement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le layout. Et puis, dénonçons l'évidence. Il y a du JS sur la page, il y a jQuery. C'est évident qu'on va mettre jQuery en premier. Enfin, je veux dire, ça me semble complètement évident qu'on va essayer de charger les libs, les bibliothèques qui sont absolument essentielles à tout le reste en haut. C'est de manière à ce que le navigateur les ait le plus tôt possible. Comme ça, après, quand il les récupère, il commence à charger et il sait qu'il les a. Elles ont déjà été cachées, interprétées, optimisées. C'est passé dans ASM pour Firefox, dans V8 pour Chrome. Et enfin voilà, tout ça s'enchaîne naturellement. C'est vraiment une optique d'optimisation. Mais typiquement, l'entête link, par exemple, elle n'existait pas vraiment, plus ou moins, en HTTP 1.1. Sa présence n'empêche pas HTTP 1.1 de fonctionner. Donc on peut dire au navigateur, hey, si tu supportes HTTP2 et que je supporte HTTP2 et que c'est la fête et les licornes et tout ça, moi je t'envoie ça et tu l'as déjà dans ton cache. Et voilà, ils s'entendent, et si c'est HTTP 1.1, de toute façon il ne connaît pas le tag, il ne connaît pas le header, donc il va passer dessus comme si de rien n'était et il va continuer son traitement. Parce que les headers sont non exclusifs, donc de toute façon, il passe dessus, il continue, il avance, et puis en avant, quoi. Par rapport au rendu de la page par le navigateur, ouais. Aujourd'hui, une balise script en haut de page, elle est, on ne va pas parler de l'attribut des fers, mais une balise script, elle est bloquante en haut de DOM, elle est bloquante pour le rendu de la page pour le navigateur. C'est-à-dire que le navigateur attend de l'avoir téléchargé, commencer de l'interpréter avant de continuer l'interprétation du DOM. Ouais. Est-ce qu'en HTTP2 ça change quelque chose? C'est pas du fait du HTTP2. Ouais, mais est-ce que c'est pas du fait du HTTP2, c'est du fait du navigateur. Est-ce que les navigateurs évoluent en fait? Est-ce que tu sais si en passant à HTTP2, les navigateurs évoluent aussi cette façon de rendre pour alors si le script n'est pas poussé avec le code, est-ce qu'on est toujours potentiellement bloqué? Ah oui. Le but de HTTP2, c'est d'être une encapsulation autour d'un protocole existant. Donc tous les fléaux existants de HTTP 1.1, enfin, la plupart sur l'ordre des rendus et l'inclusion des scripts et des statiques dans le navigateur, sont toujours d'actualité parce que de toute façon, c'est les mêmes verbes, c'est le même protocole in fine et que c'est toujours la même utilisation. L'idée, c'était juste d'essayer d'accélérer ce qui était vraiment vital. À partir du moment où tu te poses cette question, ça veut dire que ce JS ou ce CSS-là, ça vaut peut-être le coup de le précharger. Et ça vaut... de pousser. Parce que s'il a fait l'objet d'un serveur push, il est considéré comme en cache par le navigateur.
Donc le navigateur ne fera pas la résolution et, en fait il va commencer à interpréter la page comme si le statique, il le connaissait déjà, il était déjà passé sur la page et qu'il s'était pris un pragma cache et qu'il l'avait déjà mis dans sa mémoire. Et est-ce qu'au niveau du cache, on peut faire une différence entre un contenu qui a été poussé et un contenu qui a été... Il y en a 30 pages sur le cache en HTTP2, c'est trop bien, je t'invite à aller lire la spec. Non, là, très honnêtement, j'ai pas tout lu, c'est très compliqué et en plus ils n'ont pas tout implémenté. Il y a encore quelques questions et comme HTTP 1.1, tout le monde n'implémentait pas nécessairement tout. Je pense que sur les mécaniques de cache, ça va mettre un peu de temps pour qu'ils couvrent 100% de la spec et encore 100% de la spec, ça me semble illusoire parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai vu passer qui sont limites. Techniquement, je sais pas trop comment ils peuvent... Enfin, dans le code, je sais pas trop comment ils peuvent faire ça. Après, le fait est que le cache, il y a toute une partie pour HTTP2 qui concerne exclusivement les CDN et par exemple Varnish. Donc tout ce qui est reverse proxy et serveur d'optimisation. Et il y a tout un pan du cache qui est complètement réservé à ces technos-là. De toute façon, c'est vers ça qu'on tend parce que le but d'HTTP2 derrière, c'est de faciliter aussi les web components. Et donc, alors, si vous ne savez pas exactement ce que c'est les web components, c'est une norme qui permet de faire de l'inclusion de parties de blocs HTML et JS et CSS dans un site, mais c'est pas une iframe et c'est inclus dans la page comme si ça faisait partie de la page sans faire partie de la page parce que c'est un DOM spécifique. Concrètement, ça permet d'inclure tout ou partie d'un site externe dans un autre site de manière transparente sans avoir sans avoir recours à des technologies comme les iframes, ce que fait actuellement Facebook pour par exemple les boutons like et qui sont pas super performantes. Et ça plus le fait que les web components, sans rentrer dans les détails, permettent de grande largeur sur tout ce qui est script, balise. L'idée par exemple c'est de vous charger un tag, je sais pas moi, X vidéo avec un data source, l'URL de la vidéo, avec l'URL du web component. Et le navigateur, lui, va aller résoudre l'URL du web component, choper la vidéo, récupérer tout le JS, tout le CSS, tout ce qui est nécessaire à faire tourner cette balise. Il va interpréter ça et il va le charger automatiquement. Ça veut dire que tout ce qui est dépendant de cette balise-là est géré par un tiers. Donc ça peut être un autre service en interne chez vous ou un site externe. Et le navigateur l'inclut de manière totalement transparente. C'est vachement bien parce que ça veut dire que en gros c'est une espèce de... En fait c'est un peu l'idée que Sun avait essayé de développer avec les applets Java il y a une quinzaine d'années, mieux intégré au web sans la lourdeur parce que c'est directement interprété par le navigateur. Sauf que ces technos-là, actuellement, avec le HTTP 1.1, ça marche bien, mais c'est quand même globalement lent parce que du coup ça veut dire qu'il faut aller ouvrir des sockets en plus sur un autre domaine, sur un autre serveur, avec toutes les autres problématiques de performance que ça engage. Et HTTP2 va beaucoup aider ce style de techno. Une dernière ? Dis-moi. Je m'intéresse beaucoup à la remarque que tu as fait sur les cartes. Oui. Donc, par exemple, si on demande, je sais pas, maintenant aujourd'hui une Google Maps avec HTTPS, on va utiliser le protocole HTTP2. Même si on est sur, par exemple, on est sur un site en HTTP, si on fait une demande de Google Maps en HTTPS, oui, on va avoir accès à HTTP2, faire la performance d'avoir... Ah oui, non, mais de toute façon, Google, là, tu prends un Chrome ou un Firefox récent, non, tu te connectes sur n'importe quel service Google, tu es en HTTP2. Voilà, c'est pas un choix. Je veux dire, si, à partir du... En fait, à l'époque, Google avait forcé le HTTPS, c'était quoi, il y a 2-3 ans, quand ils ont dit qu'ils passaient tous leurs services obligatoirement à HTTPS, personne ne s'est rendu compte, enfin, personne s'est vraiment demandé pourquoi. Pourquoi ? C'est parce qu'à l'époque, ils ont upgradé la totalité de leur parc de serveurs frontaux à Speedy, et Speedy ne fonctionnait
que sur TLS. Donc, sur les vieux Firefox supporte Speedy depuis la version 31, Chrome aussi, ça veut dire que en fait, ça fait des années que tout le monde utilise Speedy. Après, ils ont fait la transition vers HTTP2 de manière totalement transparente. C'est aussi pour ce style de raison que Google Maps a tendance à charger les tuiles un tout petit peu plus vite qu'OpenStreetMap. Voilà. Parce qu'il y avait une histoire à des moments où on pouvait faire des demandes en fait, de Google Maps sans protocole, sans HTTP ou HTTPS, pour se baser sur le protocole de la page sur laquelle on chargeait. Et en fait, c'est devenu une mauvaise pratique. Et du coup, c'est fait pour privilégier en fait, le fait qu'on demande HTTPS, on utilise la puissance de HTTP2. Tout à fait. Et donc Leaflet encore, il ne fournit pas... Leaflet, il marche bien avec HTTP2. D'accord, ok. Non, mais pour lui, c'est totalement transparent. Enfin, Leaflet, c'est une appli en JS, ça se base sur le navigateur. Si le navigateur qui le fait tourner supporte HTTP2, Leaflet tourne à HTTP2. Le plus gros problème actuellement, c'est pas Leaflet, c'est les serveurs en face, c'est les serveurs de tuiles. C'est-à-dire que les serveurs de tuiles actuellement, la plupart reposent sur du Apache ou du Nginx et ne servent pas encore du HTTP2. Alors, j'ai plus l'URL parce que c'est un mec d'OpenStreetMap qui a fait un test justement avec H2O pour faire un serveur de tuiles. Bon, effectivement, ça bombarde. Ça marche très très bien. Et encore même par rapport à Google Maps, j'ai un gros doute parce que toutes les infos dans Google Maps ne sont pas forcément chargées en HTTPS. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a forcément une raison de leur côté. Mais du coup, tout Google Maps n'est pas forcément chargé en HTTP2. Alors je sais pas si c'est un bug, ça arrive, ou une vraie volonté, mais clairement sur la carto, il n'y a absolument rien qui l'empêche. Si tu veux tester si vous voulez tester un rendu efficace, vous essayez de charger par exemple un GeoJSON sur GitHub. GitHub a une visualisation avec Leaflet en machin. GitHub supporte Speedy HTTP2 depuis des lustres. Vous allez voir le changement tout de suite parce que sur GitHub, qui en plus a pas ils ont une infra qui est correcte, mais c'est pareil, ils n'ont pas une bande passante de dingue. La différence entre sans et avec, elle est visible, clairement visible. Merci beaucoup.